Dans une première vidéo, je vous présentais la pyramide classique des besoins fondamentaux de Maslow. Celle que l'on retrouve partout. Manger, dormir, être en sécurité, aimer, se sentir accepté, se réaliser. J'insistais alors sur l'aspect réducteur de ce modèle et des modèles scientifiques en général, et je concluais en disant que oui, l'homme est un être de besoin, mais que non, la vie ne consiste pas à gravir les niveaux d'une pyramide hiérarchisée. Dans cette seconde vidéo, je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi et comment nous nous trompons sur Maslow et sur sa pyramide. Et surtout, comment et pourquoi ils ont été trahis et détournés. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le vieux. Pour éclairer le sens d'une idée, d'une théorie ou d'un modèle, il est souvent utile de savoir d'où parle la personne qui les a formulés. C'est-à-dire qui elle est, quel est son parcours, quels événements ont façonné sa pensée et quels sont ses liens d'appartenance. Alors, qui était Maslow? Abraham Harold Maslow naît le 1er avril 1908 à Brooklyn, dans un quartier populaire de New York. Il est le fils aîné d'une fratrie de 7 enfants, né dans une famille d'immigrants juifs ashkénazes, originaires d'Ukraine, arrivés aux États-Unis moins d'1 an avant sa naissance. Son enfance est marquée par la pauvreté, un fort sentiment d'insécurité et une profonde marginalité culturelle et sociale. Il se décrit lui-même comme un enfant solitaire, timide, mal à l'aise avec son apparence et son environnement. Ce contexte va forcément et fortement influer sa quête ultérieure. Comprendre les besoins humains, la motivation. Et surtout, ce qui permet à un être humain de s'épanouir malgré un environnement hostile. Formation et début. Maslow commence par étudier au City College de New York, puis à l'université Cornell. Il termine ses études à l'université du Wisconsin, où il travaille sous la direction de Harry Harlow, célèbre pour ses expériences sur les singes rhésus et le lien d'attachement. Cette expérience le sensibilise à l'importance des besoins affectifs dans le développement psychologique. Après ses études, il enseigne au Brooklyn College, puis à l'université Brandeis, où il restera jusqu'à 1969. Le contexte intellectuel, à l'époque où Maslow commence ses travaux, est dominé en psychologie par 2 grands courants. Le premier, Freud et la psychanalyse. Freud propose une vision centrée sur la maladie, les névroses, les conflits internes. L'homme est vu comme le produit de ses pulsions inconscientes, souvent sexuelles ou agressives, et de ses traumatismes passés. Le but de la thérapie est de soigner, de ramener un état normal. Pour Maslow, cette approche est limitée et pessimiste. Citation. Si tout ce que nous faisons, c'est analyser la maladie et la souffrance, alors nous ne comprenons qu'une partie très réduite de l'expérience humaine. Le second courant, les behavioristes, comme Watson et Skinner, rejettent l'inconscient et l'introspection. Ils se concentrent uniquement sur l'observable, stimuli, réponses, conditionnement. L'humain est vu comme une sorte de machine biologique réagissant à des signaux externes. Maslow critique ce réductionnisme. Citation. Le behaviorisme a voulu faire de la psychologie une science exacte, mais il a oublié l'essentiel, l'intention, la signification, la conscience. Face à ces 2 extrêmes, Maslow propose une 3e voie en psychologie, la psychologie humaniste. Elle s'intéresse non pas à la pathologie ou au simple comportement, mais à la santé psychologique, au potentiel humain et à la croissance personnelle. Citation de Simply Psychology, An Humanistic Approach. La psychologie humaniste est parfois appelée la 3e force entre psychanalyse et behaviorisme. Behaviorisme, le comportement. En 1943, Maslow publie un article fondateur, une théorie de la motivation humaine, qui est à l'origine de sa théorie des besoins. Il y propose un modèle pour comprendre ce qui motive les êtres humains. Les 5 grands types de besoins, comme détaillé dans ma première vidéo sur Maslow, sont physiologiques, faim, soif, sommeil, la sécurité, abri, protection, stabilité,
l'appartenance, relation, amour, inclusion sociale, l'estime, reconnaissance, respect, image de soi, l'accomplissement de soi, créativité, développement du potentiel. Mais contrairement à l'image figée que l'on connaît aujourd'hui, Maslow décrit un processus fluide et dynamique. C'est le vrai modèle de Maslow. Plusieurs besoins coexistent en même temps, certains peuvent être dominants selon le contexte, et on peut revenir en arrière ou sauter des étapes. Plus étonnant encore, Maslow n'a jamais représenté sa théorie sous la forme d'une pyramide. Cette image vient d'un consultant en management dans les années 60 qui cherchait un visuel simple pour le monde de l'entreprise. Le modèle a alors été figé en une pyramide rigide, simplifié à l'extrême pour le rendre vendable dans les manuels de management et de marketing. Selon Colco-Rivera, dans un article de 2006 publié dans la revue Psychologie Générale et intitulé « Redécouvrir la version ultime de la hiérarchie des besoins de Maslow », citation, « La pyramide que nous connaissons est en réalité une trahison de la vision dynamique, complexe et nuancée de Maslow. » Dans les années 90, plusieurs chercheurs, dont notamment Neher en 1991, critiquent dans ce modèle 1. Tout d'abord, le manque de rigueur scientifique. Maslow a basé sa théorie sur l'observation d'individus qu'il considérait comme accomplis, comme Albert Einstein ou Eleanor Roosevelt. Une méthode considérée par beaucoup comme trop subjective et difficile à mesurer de façon expérimentale. 2. La difficulté à tester la théorie. Les concepts comme l'actualisation de soi sont flous et difficiles à quantifier ou à réfuter, ce qui est un problème pour une théorie qui se veut scientifique et dont on doit pouvoir prouver éventuellement qu'elle est faute. Elle doit se prêter à réfutation. 3. Le biais culturel occidental. Par exemple, l'importance donnée à l'individu et à l'estime personnelle, alors que dans d'autres cultures peuvent primer les liens d'appartenance collective, la famille ou encore l'honneur. Il dénonce également l'absence de preuves empiriques solides pour l'ordre strict des besoins. Tout ceci ferait un outil plus symbolique que scientifique de cette hiérarchie des besoins de Maslow. Mais Maslow lui-même disait que ces besoins n'étaient pas hiérarchiques, au sens strict. Citation. « Plusieurs besoins peuvent être actifs en même temps et leur importance peut changer en fonction des circonstances. » Nous en arrivons enfin à la transcendance, l'étage oublié. Vers la fin de sa vie, Maslow ajoute un 6e besoin au sommet de sa hiérarchie. Ce niveau, il l'appelle « transcendance de soi ». Il ne s'agit plus seulement de s'accomplir soi-même, mais de se dépasser pour se relier à quelque chose de plus grand que soi. Une cause, une valeur, l'humanité, l'art, le sacré. Donc, citation de Colco-Rivera, article cité 2006. Maslow ajouta la transcendance de soi comme niveau le plus élevé, où l'individu dépasse son individualité pour se relier à une réalité supérieure, le dévouement à autrui ou la spiritualité. Pourquoi cet étage a-t-il disparu? Le problème, c'est que ce niveau est difficile à intégrer dans les logiques modernes. Il ne se mesure pas facilement. Il ne se monétise pas. Il échappe au marketing et au management. Selon Colco-Rivera, article cité 2006, ce niveau est souvent omis car il résiste à la mesure et ne peut pas être facilement récupéré ou intégré par le marché. Résultat, la transcendance est ignorée et la pyramide reste figée au stade de l'accomplissement individuel, personnel. Ce dernier stade retenu est, lui, tout à fait compatible avec la représentation moderne de l'individu, seul acteur face à l'État et au marché. Il ne pose pas problème, car il est facilement intégrable dans notre société marchande de désirs et de droits individuels. Mais qu'est-ce donc concrètement que cette transcendance, ce besoin disparu? Et quelle place peut-elle avoir aujourd'hui?
La transcendance, c'est reconnaître quelque chose de plus grand que soi et agir en fonction de cela. Cela peut être une quête spirituelle, une cause collective, la création artistique, ou simplement l'amour et le service d'autrui. Mais dans nos sociétés modernes, cette transcendance a été rendue plus difficile par l'effacement progressif des structures collectives. Ce qui nous ramène, par opposition, au concept moderne de l'individualisme et au problème du citoyen seul face au marché et à l'État. Historiquement, l'individu faisait partie de structures plus larges, familles élargies, guildes, corporations, paroisses, communautés locales. Ces corps intermédiaires ont été détruits ou affaiblis, notamment depuis la Révolution française. Car l'abolition des privilèges a aussi vu la suppression des protections collectives qui existaient sous l'Ancien Régime. On peut également citer la loi Le Chapelier de 1791, interdisant les corporations, les associations professionnelles et les regroupements d'ouvriers ou de maîtres artisans, considérés comme des vestiges de l'Ancien Régime qui entravaient la liberté du commerce. Bien que cette loi ait prétendu instaurer un équilibre entre maîtres et ouvriers en interdisant à la fois les deux types d'associations, elle a principalement eu pour effet de supprimer les organisations ouvrières et de les laisser sans recours face aux patrons. La loi a été abrogée en 1864 par la loi Olivier, qui rétablit le droit d'association et le droit de grève. Depuis, la loi Le Chapelier reste un exemple emblématique de l'application des principes libéraux à l'économie, mais aussi d'une suppression totale des mouvements ouvriers qui a laissé les travailleurs sans défense face aux employeurs. Quel fut le résultat de l'interdiction ou de l'affaiblissement des corps intermédiaires au nom de la liberté individuelle et du marché? On peut dire qu'il ne reste plus que deux entités reconnues, l'État et le citoyen. Cela a donc laissé l'individu seul face à deux grandes forces, l'État et le marché. Dieu est symboliquement mort lorsque Louis XVI, son représentant sur Terre, a été exécuté pendant la Révolution française en 1793. Un an après, le culte de l'être suprême fut instauré par Robespierre pour remplacer le catholicisme et offrir au peuple une nouvelle forme de sacré. Inspiré par Rousseau et les philosophes des Lumières, il s'agissait d'une religion civile non dogmatique, centrée sur la vertu, l'unité nationale et la reconnaissance d'un principe supérieur. Citation : « Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. » Ce culte visait à donner un socle moral et spirituel à la République, dans une période de chaos et de guerre civile. Chaque décadi, le 10e jour de la nouvelle semaine républicaine, remplaçait le dimanche chrétien par une fête républicaine consacrée à des valeurs universelles: liberté, égalité, vérité, justice, fraternité, bonheur. La fête la plus marquante eut lieu le 8 juin 1794 au Champ de Mars, rassemblant près de 400 000 personnes. Robespierre, en habit bleu céleste, y brûla une effigie de l'athéisme, révélant une statue de la sagesse dans un rituel symbolique orchestré par Jacques-Louis David, le metteur en scène officiel des cérémonies publiques durant la Révolution. Éphémère, ce culte montrait cependant un besoin collectif de transcendance. Face à la disparition des anciennes structures religieuses, la République cherchait à canaliser l'élan spirituel des citoyens vers des idéaux communs. Cette tentative d'unifier le peuple autour d'un sacré laïque s'effondra avec la chute de Robespierre, mais illustre la quête persistante d'un plus grand que soi au cœur de la vie politique, au sens premier, vie de la cité. Plus tard, ce qui restait de la sacralité primordiale, c'est-à-dire la religiosité qui subsistait encore, même sous une forme altérée avec la distinction sacré et profane, s'est progressivement dissous au XIXe
et XXe siècle. Ce vide laissé par la disparition du sacré peut être compensé tant bien que mal par une consommation effrénée ou comblé par des causes collectives qui nous transcendent, mais dont certaines sont en réalité fabriquées pour servir le marché. Édouard Bernays, le père des relations publiques, de la publicité et de la propagande moderne, organise en 1929 à New York la marche des torches de la liberté, où des femmes défilent en fumant en public. Présenté comme un acte de libération et d'émancipation féminine, il s'agit en réalité d'une campagne financée par les cigarettiers pour conquérir un nouveau marché, les femmes. C'est un bon exemple de fausse transcendance, mais de vraie récupération. On mobilise pour une cause qui semble dépasser l'individu, mais en réalité, le but in fine est la vente et la consommation. En conclusion, je vous convie donc à retrouver cet étage oublié. Maslow n'a pas seulement parlé de besoins individuels. Au crépuscule de sa vie, il nous invitait à aller au-delà de nous-mêmes, à chercher un sens qui dépasse notre existence personnelle. Cette dimension a été mise de côté volontairement, car elle ne sert ni le marché, ni les logiques de contrôle. La pyramide que nous voyons dans les manuels n'est qu'une caricature, un outil pratique, mais amputé de son sommet. Notre défi aujourd'hui est de redécouvrir ce niveau oublié et de réapprendre à vivre non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour quelque chose de plus grand. Dans nos vies, la transcendance peut prendre des formes très simples. S'occuper d'un proche, transmettre un savoir, créer quelque chose de beau ou s'engager dans une cause locale. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire pour donner du sens. À chacun de nous de trouver au sommet de sa propre pyramide ce qui le reliera à quelque chose de plus grand. L'essentiel étant de bien discerner ce qui nous élève vraiment de ce qui, en réalité, relève de la manipulation. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.